Cette présentation s'intéresse aux thérapies ciblées et risques tuberculeux. Alors, les effets secondaires des thérapies ciblées sont maintenant mieux connus, largement étudiés, notamment pour les molécules les plus anciennes, infliximab, etanercept et adalimumab, donc les anti-TNF-alpha, et ceci grâce aux études cliniques, grâce au registre, aux données des cohortes, des études observationnelles, donc ils s'approchent de plus en plus de la vraie. Et donc, il est admis que c'est le risque infectieux qui est le plus élevé sous thérapie ciblée. Donc, mais les infections ne viennent pas uniquement de traitement. Il y a aussi le risque infectieux qui est élevé chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique actif, même en dehors de traitement. Et vous avez cette méta-analyse qui a comparé les patients avec et sans PR. En dehors de tout traitement, on note que quand même le risque infectieux est important, essentiellement les infections systémiques, les infections cutanées, les infections pulmonaires, urinaires, et donc voilà. Donc il y a un sur-risque même en dehors du traitement. La PR elle-même est un facteur de risque. En fait, vous savez, donc, selon les données de la littérature, 6% des patients sous anti-TNF présentent des infections et ce sont généralement des infections ingérontogènes qui sont dues à une suppression de la réponse inflammatoire TH1. Et donc, les infections les plus fréquentes et moins sérieuses sont les infections. Donc, voilà, les infections les moins sérieuses sont les infections les plus fréquentes, essentiellement les infections respiratoires hautes et les cellulites. Il y a aussi le risque d'infections sérieuses, des infections sévères qui nécessitent une hospitalisation, qui sont essentiellement des sepsis, de la tuberculose, des infections pharyngiques invasives, une réactivation de l'hépatite B, la listériose, la réactivation d'une tuberculose B latente avec dissémination. Donc ce risque d'infection sévère augmente essentiellement chez les patients qui reçoivent les anti-TNF en association à une corticothérapie. Selon cette méta-analyse, ayant inclus 44 essais cliniques, donc sur des cas de PR sous anti-TNF-alpha, et qui avait comme objectif d'évaluer le risque de l'infection comparé au placebo, on note que le risque de l'infection est augmenté sous anti-TNF-alpha avec un odds ratio global de 1,43. Donc il y a une augmentation quand même du risque avec tous les anti-TNF-alpha. Risque infectieux, voilà. Et selon le registre britannique qui a inclus plus de 11 000 patients sous anti-TNF-alpha, le risque relatif d'infection grave est multiplié par 2. Donc c'est un risque quand même important. Et la particularité, c'est que ce risque est plus important dans les 6 premiers mois du traitement. Donc le facteur temps a son impact dans l'induction de risque infectieux sous anti-TNF-alpha. Voilà, donc c'est un risque qui, en global, multiplié par 2. Et donc, comme vous voyez, la première année, il est de l'ordre de 2,4 pour passer à la deuxième et la troisième année à 1,38. Donc, vous voyez, le risque diminue. Par contre, selon les données de registre italien, donc, ça a été démontré que l'utilisation à long terme des anti-TNF-alpha, essentiellement les anticorps monoclonaux, de la corticothérapie et des traitements conventionnels tels que le méthotrexate s'associe à une augmentation du risque infectieux. Par contre, le récepteur soluble anti-TNF-alpha etanercept ne s'associe pas à une augmentation donc, avec l'utilisation à long terme au risque infectieux. Mais il n'y a pas que le risque, il n'y a pas que le facteur temps, il y a aussi le facteur âge. Le fait d'avoir un âge supérieur à 60 ans, c'est un facteur de risque. Le fait d'avoir des antécédents d'atteinte pulmonaire chronique, d'atteinte rénale chronique, le fait d'utiliser ou d'avoir un échec à plusieurs traitements de fond auparavant, c'est un facteur de risque de développer une infection sévère. Et le fait d'avoir aussi une infection sérieuse, une infection sévère dans les 12 mois qui précèdent, donc c'est aussi un facteur de risque de redévelopper une autre infection sévère sous anti-TNF-alpha. Vous avez ce score HIT qui a été développé dans une cohorte de registre allemand pour évaluer le risque infectieux chez les patients qui reçoivent de l'anti-TNF-alpha ou autre type d'ailleurs de thérapie ciblée
Ça permet d'évaluer le risque de choper une infection sévère dans les 12 mois qui suivent. Comme vous voyez, c'est un score qui dépend de l'âge, est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à 60 ans, est-ce qu'il y a des comorbidités associées, est-ce qu'il y a une consommation de corticoïdes, il y a quelle dose, est-ce qu'il a échoué plusieurs autres traitements de fond, que ce soit conventionnel ou biologique. Donc est-ce qu'il a eu une infection sévère dans les 12 mois qui précèdent ce moment. Donc tous ces éléments sont inclus pour pouvoir calculer le risque de façon objective d'infection dans les 12 mois qui suivent sous quantité NF-alpha. Il y a aussi le facteur dose. La dose, selon cette méta-analyse et revue systématique de la littérature, ça a été démontré que si on diminue la dose par rapport à la dose recommandée, le risque infectieux est presque négligeable. Par contre, à la dose recommandée et à la dose élevée, parfois on est mené à augmenter la dose de thérapie cyclique dans certaines situations, donc le risque de l'infection augmente, ce qui est logique. Quels sont les agents pathogènes à craindre sous anti-TNF-alpha? Tout d'abord, les infections les plus fréquentes sont des infections apiogènes et généralement sont des infections, dans la plupart du temps, sont des infections qui ne sont pas graves, pulmonaires, cutanées, urinaires, sont les infections les plus fréquentes. Mais il y a aussi le risque d'infection sévère, comme on a détaillé, et le deuxième risque avec les anti-TNF-alpha, c'est la tuberculose. C'est un risque qui est très variable selon les molécules et très variable pour la même molécule selon le pays. Parce qu'il y a des pays à forte endémicité de la tuberculose telle que la Tunisie, donc le risque est important sous anti-TNF-alpha. Il y a aussi le risque des infections opportunistes telles que la pneumocystose et les autres infections. Donc, on va détailler alors le risque de la tuberculose sous anti-TNF-alpha et on dispose de plusieurs données de la littérature, des données de registre, des revues systématiques, des méta-analyses. Et là, si on regarde de façon globale, on note que le ratio de développer une tuberculose sous anti-TNF-alpha avec les anticorps monoclonaux est de l'ordre de 3,5. Par contre, pour l'étanercept, qui est un anti-TNF récepteur soluble, le risque est moindre et il est de l'ordre de 2,5. Le délai moyen de survenue de la tuberculose est de 5 à 6 mois pour l'infliximab et de 12 mois pour l'étanercept. Donc pour les anticorps monoclonaux tels que infliximab et adalimumab, on parle plutôt d'une réactivation de tuberculose latente. Et donc on a vu même des cas de réactivation à 1 mois de traitement. Par contre, pour l'étanercept, il n'y a pas le risque de réactivation, il y a surtout le risque d'avoir une tuberculose de nouveau. Donc, dans 56% des cas, des formes induites par les anti-TNF-alpha sont extrapulmonaires, surtout de localisation pulmonaire, mais les formes pulmonaires aussi sont fréquentes, et dans 24% des cas, ce sont des formes diffuses. Donc, comme vous voyez, le risque de la tuberculose avec les anticorps monoclonaux, la courbe en moyenne, milieu. Donc, avec l'adalimumab et l'infliximab, les deux courbes se croisent, presque le même risque. Et c'est un risque qui est important pendant la première année, surtout pendant les 6 premiers mois. Par contre, avec l'étanercept, la courbe en bas, on voit donc que c'est un risque qui est vraiment faible et qui augmente de façon très légère avec le temps. Et on parle alors d'une tuberculose de nouveau et pas d'une tuberculose de réactivation. Selon les registres, le taux d'incidence de tuberculose est très variable selon le pays lui-même, avec les mêmes molécules. Parce qu'en fait, il y a des pays qui sont endémiques, il y a des pays non. En Caroline du Nord, par exemple, on note uniquement 49 cas par 100 000 patients année. Et en Corée du Sud, qui est endémique, on a 561 cas par 100 000 personnes année. Donc quand même, vous voyez la différence pour les mêmes molécules. C'est un risque alors qui dépend de primo-infection non ou maltraitée. Donc veillez toujours à traiter les tuberculoses latentes avant l'instauration d'un anti-TNF. Ça dépend aussi est-ce qu'il y a un comptage récent ou pas, et si le patient provient ou ayant séjourné dans une zone de forte endémie.
Donc la particularité avec la tuberculose induite par les anti-TNF, ce sont des tuberculoses graves qui augmentent le taux de mortalité ou la multiplient par 10 à 20. Et donc généralement ce sont des tuberculoses de réactivation, surtout avec les anticorps monoclonaux qui sont les plus incriminés dans l'induction de risque tuberculeux. Selon cette revue systématique, ayant inclus 40 RCT, la particularité ici, donc, ça a été démontré que le risque de la tuberculose augmente davantage si on associe un anti-TNF avec un traitement de fond conventionnel, tel que le méthotrexate pour la polyarthrite rhumatoïde ou la céphaloprine dans les cas de Mickey. Et selon cette méta-analyse revue systématique de la littérature qui a inclus des essais cliniques contrôlés, randomisés et des études d'expansion à long terme, et qui a évalué le risque de tuberculose chez les patients traités par biothérapie, y compris l'antijac et le tofacitinib, ce qui ressort ici, c'est que l'odds ratio est variable selon l'origine géographique. Donc, c'est un risque qui est élevé dans les pays endémiques. Donc, pour la même molécule, on peut avoir dans un pays non endémique un risque qui est faible et dans un pays endémique un risque qui est important. Si on résume, alors les odds ratios les plus élevés sont observés pour l'infliximab dans plusieurs études, plus que 3, et pour l'adalimumab, l'odds ratio est modérément élevé, de 1,09 à 2,95, ça dépend du pays. Le certolizumab aussi, le risque est modérément élevé, de 2,62 à 2,80 000. L'étanercept, c'est un risque faible, donc aux alentours de 0,74 jusqu'à 1,5. Et le golimumab montre une odds ratio qui est neutre, donc il n'y a pas, presque pas de risque. Pour le risque de la tuberculose sous tofacitinib, donc n'est pas significativement augmenté par rapport au placebo, mais ce sont des données des RCT. Alors que pour les données après des études d'extension à long terme, on a noté quand même quelques cas de tuberculose notés, surtout pour les pays où on a une forte endémicité. Donc le risque peut augmenter en vie réelle, surtout dans les pays à forte prévalence de tuberculose, ce qui justifie un dépistage systématique avant traitement. Donc ce qui est retenu avant de commencer une thérapie ciblée, faite, peu importe la thérapie, anti-TNF ou autre, faites le dépistage de tuberculose latente pour ne pas réactiver une tuberculose après sous traitement. Avec le rituximab, qui est l'antécédément, c'est retenu qu'il y a une augmentation du risque d'infection sévère. Les facteurs de risque sont essentiellement l'hypogammaglobulinémie, le taux d'IgG inférieur à 6 avant d'instaurer le traitement, ou le patient ayant reçu auparavant plusieurs lignes thérapeutiques, ou ayant donc une maladie chronique évolutive. Il s'agit essentiellement d'infections sévères pulmonaires, ça peut être aussi urinaire cutanée, mais c'est une molécule qui ne semble en revanche pas augmenter le risque de la tuberculose. Pour l'anti-interleukin 6 aussi, c'est un risque faible selon les données du registre. Donc, par exemple, pour le registre français REGAT, qui a inclus plus de 1000 patients, on note un seul cas de tuberculose. Et pour les données d'une méta-analyse, on note que le risque aussi est faible pour 12 293 patients. Uniquement, il y a 9 cas de tuberculose. Donc, c'est un risque qui est faible pour le tocilizumab pour l'anti-interleukin 6. Pour l'anti-interleukin 17, c'est un risque, la particularité, c'est qu'il induit plutôt des infections à candida, des infections cutanéo-muqueuses, candidosiques, et les infections sévères sont rares. Et jusqu'à nos jours, aucun cas de tuberculose n'a été rapporté avec l'anti-interleukin 17. Donc, si on résume pour toutes les biothérapies et risques tuberculeux, selon cette méta-analyse, les taux d'incidence de tuberculose, qui a évalué le taux d'incidence de tuberculose chez des patients traités par différentes biothérapies, ce sont des données des études de long-term extension, exprimées en nombre de cas pour 100 000 patients année. On note que le risque est plus faible avec le rituximab. C'est un risque intermédiaire avec l'abatacept, c'était à la 4, avec l'étanercept et avec le tocilizumab. C'est un risque élevé quand même avec l'antijac, le tofacitinib, le golimumab et l'adalimumab. Et c'est un risque qui est très élevé avec l'infliximab et le certolizumab. Ce sont les deux molécules les plus
qui s'associent au plus grand risque de réactivation de tuberculose. En conclusion, les traitements par anti-TNF, en particulier infliximab, satralizumab et même l'adalimumab, sont associés à un risque nettement accru de tuberculose par rapport aux autres biothérapies. L'ortuzumab, l'abatacept et l'otocilizumab, donc les autres traitements biologiques, sont présentés à un risque beaucoup plus faible. Et donc, il est recommandé aujourd'hui, afin de commencer une thérapie ciblée, de faire un dépistage de la tuberculose latente par DDR ou par quantifiant. Si le test est positif, éliminer une tuberculose active. Si ce n'est pas le cas, traiter comme étant tuberculose latente avant d'instaurer le traitement biologique. Si le test est négatif, là, donc, on est obligé, dans les pays endémiques, de refaire ce test tous les ans, ce traitement biologique. Merci pour votre attention.